a paru important d'aborder avec vous ce sujet aujourd'hui spécifiquement parce que on est encore dans une période entre deux, entre confinement et déconfinement, entre crise et sortie de crise, ou alors crise sanitaire et autres crises, je ne sais pas. Donc ça nous a paru être le bon moment pour à la fois s'interroger sur la portée de ce que nous venons de vivre, et puis aussi de s'interroger sur ce que nous allons en faire demain, tout particulièrement dans nos métiers liés à la responsabilité sociale et environnementale, parce qu'évidemment, la crise du Covid a percuté de façon permanente tous les sujets qui sont ceux de la responsabilité sociale et environnementale. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, notre projet, c'est vraiment d'ouvrir la réflexion avec vous. On n'a pas la prétention d'épuiser le sujet, loin de là. On a plus de constats, de questions, d'envie à partager avec vous que de certitudes. Et j'espère que ce débat sera amené à se prolonger, à se poursuivre ensuite dans la vraie vie. Alors, quelques règles de fonctionnement. On est ensemble en gros pour 45 minutes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui se trouve dans la colonne de droite. Ceux d'entre vous qui ont des difficultés techniques, manifestez-vous sur le chat. Aloïse, dans la mesure de ses possibilités, vous donnera quelques conseils pour essayer de les réduire. Que vous dire? Donc les questions, vous les posez au fur et à mesure. Soit on les traite pendant la présentation, soit on les traite à la fin. Les slides, vous les aurez dans un envoi après la présentation. Les slides plus un enregistrement. Voilà. Et puis si la fenêtre intervenant dans laquelle vous voyez Aloïs et moi-même vous gêne pour voir les slides, il y a un petit onglet en bas à droite. Vous cliquez dessus et ça déplace la fenêtre. Donc, je vous propose que nous commencions. Alors, en allant. Alors, quelques mots pour ceux qui nous connaissent moins bien. Notre activité chez Itifinance, quel que soit le pôle, qu'on le fasse pour les investisseurs ou pour les entreprises, organisations, c'est de comprendre et puis de mesurer ce qui compte, mais qui n'apparaît pas dans les comptes, et qui pour autant crée ou détruit de la valeur, tout ce qui est de l'ordre du capital client, du capital humain, etc. Si on prend le capital humain, ça va de soi que des sujets comme l'absentéisme, le turnover, le climat social, les accidents de travail, etc. et j'en passe, ont évidemment des incidences à court ou à plus long terme sur les comptes d'une entreprise. Donc, ce sont des choses qu'on essaie de comprendre et de mesurer. Évidemment, et on va y revenir, la période que nous venons de vivre a produit un énorme effet loupe sur l'importance de ces actifs pour la valorisation financière et pour la bonne santé économique des entreprises. Cette valeur, on la regarde non pas en mettant l'entreprise sous cloche, mais en considérant l'entreprise dans son écosystème. Ça, c'est très important parce que pour deux raisons. La première raison, donc cet écosystème, c'est l'entreprise avec ses clients, ses fournisseurs, les ressources naturelles qu'elle utilise, les territoires dans lesquels elle est implantée. Cet écosystème, c'est important. Premièrement, parce que la valeur d'une entreprise, elle est relative. Elle n'est pas absolue, elle est relative. Si son écosystème, si la société au sens large se transforme, avance plus vite que l'entreprise, l'entreprise, au mieux, elle donne l'impression de faire du surplace, au pire, elle donne l'impression de reculer. Donc, c'est vraiment important à considérer cette première notion dans une période où il y a eu tellement d'accélération sur des tas de sujets et de façon assez stupéfiante. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que cet écosystème, la valeur d'une entreprise, elle s'évalue aussi à l'aune de la qualité de ses relations avec son écosystème, les impacts qu'elle a sur cet écosystème, mais aussi ce que peut lui apporter cet écosystème. On n'a jamais vu d'entreprise durablement prospère dans un écosystème qui périclitait. Et là encore, c'est très important dans la période qu'on vient de vivre et qu'on vit encore, parce qu'évidemment, la crise Covid, c'est pas simplement une crise sanitaire, c'est une crise systémique.
et la capacité de nos sociétés à sortir de cette crise systémique, ça dépendra de la capacité de chacun et donc aussi des entreprises à prendre soin et à stimuler ces écosystèmes dans lesquels elles opèrent. Donc voilà, ça c'était le propos introductif. Alors Anne, dans cet écosystème, est-ce que tu peux nous dire, et j'entends bien que l'exercice soit périlleux, car nous sommes dans le creux de la vague et on manque un peu de recul sur ce qu'il se passe, mais quels sont les éléments frappants qui bouleversent la donne? Alors, c'est vraiment le bon moment pour se poser la question. Ça serait tentant, hein, on a tous cette tentation de tourner la page, de fermer la parenthèse, de reprendre nos vies. Là, on les a laissées le 17 mars, mais on sent bien qu'en gros, on sent bien dans nos vies, dans nos têtes, dans nos envies, dans nos villes, on sent bien que ça va pas être si facile et ça va pas être si pertinent. Et c'est encore plus vrai évidemment pour la RSE. Donc le terrain de jeu, on voit bien les uns et les autres, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles, que ça a bougé. Alors on vous propose de partager quelques exemples. Là encore, pas de prétention à l'exhaustivité, mais ces exemples nous paraissent intéressants parce qu'ils montrent bien comment les lignes ont bougé. Alors, d'abord, quelques enjeux qui, du jour au lendemain, bon, ils étaient déjà là, hein, mais il y a eu une espèce d'effet d'accélération, sont arrivés au devant de la scène, avec éventuellement des tenants et des aboutissants un petit peu transformés. Évidemment, le sujet de la santé et de la prévention, c'est énorme, c'est inimaginable ce qui s'est passé. Ça a transformé nos rues, ça a transformé nos magasins, ça a transformé nos maisons, nos relations avec nos amis, nos enfants. Nos médias, on pouvait pas allumer la télévision, la radio, ouvrir un journal sans que ça parle de santé et de maladie. Donc, il y a des tas de choses hein, là, c'est une espèce de pêle-mêle. Ça a des ramifications individuelles, hein, le soin de sa santé, de la protection, mais aussi de la protection des autres. C'est pas forcément un trait qu'on avait aussi massivement dans nos sociétés occidentales que ça peut exister par exemple en Asie. Collectivement, il y a ce sujet de la souveraineté sanitaire qui est sorti très fort et qui d'un coup a explosé au visage de la plupart d'entre nous, avec son corollaire qui est celui de la relocalisation. Il y a eu aussi, vous voyez, le petit encart sauver des vies ou sauver des emplois, ce questionnement entre santé et reprise économique. Finalement, qu'est-ce qu'on privilégie? Sont des questionnements. Alors pour ceux qui travaillent dessus, ça va de soi, mais ce sont des questionnements qui sont entrés dans la sphère du grand public et c'est intéressant. Et évidemment pour les entreprises, le sujet santé-sécurité qu'elles traitaient déjà pour les entreprises responsables reprend une virulence particulière avec un contenu éventuellement un petit peu modifié. Donc premier énorme enjeu qui arrive au devant de la scène, la santé, la sécurité. Deuxième énorme enjeu, c'est celui des inégalités, de la justice sociale. Alors sur tous les fronts, hein, les inégalités au travail, les inégalités scolaires, les inégalités numériques, les inégalités territoriales, les inégalités face à la maladie, et tout ça, ce sujet, on a vécu finalement comme une sorte de réplique en grandeur XXL des débats qui avaient agité nos sociétés en France avec les gilets jaunes, avec la retraite, la tolérance aux inégalités, à la justice sociale a encore baissé d'un cran, avec ce sujet notamment des invisibles, hein, éboueurs, aides-soignants, livreurs, qui sont devenus tellement visibles et tellement vitaux pour nos entreprises. Il y a d'autres sujets, peut-être un tout petit peu moins en avant que les deux qu'on vient de citer, mais qui ont vraiment connu un fort boost, comme celui de la biodiversité. Sujet de la biodiversité, pour ceux qui suivent les sujets environnementaux, est un petit peu en retrait jusqu'à maintenant par rapport au sujet climat. La crise actuelle, alors de façon plus ou moins experte, hein, a largement diffusé l'idée que, au fond, en faisant court, l'humanité l'avait bien cherché, qu'à force de détruire la nature, une crise pandémique de cette ampleur devait forcément arriver et que
c'est l'idée suivante. De toute façon, ça n'est qu'une répétition générale. C'est important cette idée parce que ça voudrait dire que là où on a fonctionné en gestion de crise, il faudrait envisager de fonctionner en adaptation. Une adaptation, ça se prépare. Donc des enjeux qui sont parus au devant de la scène et je vous dis ça n'épuise pas le sujet. Hein, on aurait pu prendre la data privacy, etc. Il y a aussi des bonnes pratiques. Ce qui fait bouger les lignes dans les esprits, notamment, c'est les bonnes pratiques des acteurs et singulièrement des entreprises. Et un trait majeur de la période, ça a quand même été l'inventivité, la réactivité, la solidarité formidable. Hein, ça a été vraiment passionnant de ce point de vue-là. Et c'est pour nous important parce que ça a considérablement ouvert le champ des possibles et de ce qui est normal. Et ce sont des choses qu'on ne va pas oublier du jour au lendemain, que vos salariés vont pas oublier du jour au lendemain, que vos clients vont pas oublier du jour au lendemain. Donc, je vous invite, il y a un travail intéressant fait par Global Compact France qui recense ces bonnes pratiques. Hein, c'est en accès sur leur site. Donc, il y a plusieurs catégories, hein, la philanthropie, les entreprises qui ont donné de l'argent, des stocks d'alcool. Des initiatives intéressantes aussi sur la réorientation des chaînes de production pour dédier l'effort, pour se consacrer à l'effort de lutte collective contre le virus, fabriquer des gels, des respirateurs. Adapter ses activités, faire preuve d'innovation, créer des services spéciaux pour les soignants ou des services spéciaux pour les personnes vulnérables ou âgées, par exemple en matière de livraison. Le sujet de l'écosystème, vous vous souvenez, c'était un de mes slides introducteurs, le soutien à son écosystème. On a vu énormément de bonnes pratiques aussi là-dessus, même si c'est beaucoup plus discret, on en a moins parlé dans les médias, mais c'est très important. C'est tout ce qui a consisté à préserver, par exemple, ses fournisseurs, à accélérer les délais de paiement, à geler les créances de ses clients, etc., etc. Évidemment, porter attention à ces ressources humaines. Il y a eu beaucoup d'initiatives fortes là-dessus, hein, protection des collaborateurs, mais aussi garantie de l'emploi. Et on va commencer à mesurer ce que ça veut dire garantie de l'emploi quand on voit les chiffres du chômage annoncés hier. Des sujets aussi sur la gouvernance. La gouvernance avec des initiatives très intéressantes pour ceux qui travaillent de longue date sur ces sujets, sur la diminution ou la suppression même des dividendes aux actionnaires, la diminution des variables des dirigeants, etc., etc. Puis il y a eu cette notion de partenariat aussi, de coalition d'acteurs industriels, notamment dans le champ de pour fabriquer des respirateurs qui vont aussi marquer les esprits. Donc, des bonnes pratiques qui donnent l'idée qu'on peut procéder autrement. Pour faire bouger les lignes dans les esprits, malheureusement, il y a aussi des controverses et il y a pas mal de choses qui sont apparues dans les médias à l'occasion de cette crise. Alors, d'abord, par exemple, toutes les attitudes d'entreprise de type sauf qui peut par rapport à ses fournisseurs, on coupe les dépenses, on gèle les règlements, etc. Ce qui a notamment obligé notre Bruno Le Maire a rappelé à l'ordre certains d'entre eux. On a eu aussi des attitudes de certains secteurs qui se sont rattrapés après, hein, mais sur une réticence à faire montre de solidarité avec leurs salariés, leurs clients, pardon. C'est le cas de l'assurance. Beaucoup de controverses pour des entreprises qui, évidemment, ont failli dans le devoir de protection de leurs salariés, avec des grands noms qui ont été cités à l'occasion. Et puis, le lobbying un peu à contre-courant ou maladroit, minima, de certains syndicats, notamment, on peut penser à l'initiative de l'industrie du plastique pour promouvoir vanter les qualités du plastique à usage unique. Donc, ces controverses vont laisser des traces aussi dans les esprits. Il y a un travail intéressant qu'ont mené d'ailleurs nos confrères de chez Vigéo, un rapport là-dessus qui recense et décrit et catégorise les controverses. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder ça et on voit en effet que le plus grand nombre de controverses, c'est sur la non-protection des salariés ou de ses clients. Alors, tout ça,
Vous voyez, c'est une liste à l'après-vert. Hein. On peut l'enrichir tous ensemble. Tout ça, ben, ça revisite un certain nombre d'évidences. Notre président nous l'avait dit en entrée de confinement, il faudra interroger le modèle de développement dans lequel nous sommes, dans lequel notre monde est engagé. Alors, on va le prendre au mot, et c'est vrai que un certain nombre de choses d'évidence. Alors, ce que je dis là, c'est intéressant de prendre du recul par rapport à nos métiers, sont peut-être des évidences pour tous ceux qui travaillent dans le champ de la RSE. Ce qui est nouveau, c'est que ces sujets qui sont imposés au devant de la scène, eh bien finalement, subitement, c'est votre voisine, c'est votre beau-père, c'est votre ami, c'est votre enfant qui subitement commence à mettre ces sujets au milieu de la place. Donc, il y a par exemple le sujet des communs. Hein, ces biens qui finalement nous appartiennent tous et sur lesquels on se demande si on peut suivre donc la santé, l'éducation, le climat, etc. Si c'est logique de suivre une stricte logique gestionnaire, voilà. Et au cœur de ces communs, il y a très souvent la santé, le vivant, la vie. Le sujet de la relocalisation des circuits courts, hein, la mondialisation a énormément été discuté pendant cette période, et on se dit que finalement, que ce soit en termes de souveraineté, mais aussi en termes de bonne santé économique de nos écosystèmes proches, c'était pas forcément une bonne idée. Beaucoup de questionnements aussi sur la répartition de la valeur. Vous savez qu'en RSE, ce sont des sujets qu'on discute beaucoup, mais tout ce qui s'est passé conduit à mettre sur la place publique des sujets sur la répartition des bénéfices, dividendes, des rémunérations, la fiscalité aussi qui apparaît comme étant un vrai sujet de responsabilité, le règlement des fournisseurs, le partage des profits avec les clients, faire ce qu'on fait certaines mutuelles qui enregistraient des profits supplémentaires, le paiement différé des clients. Donc tout ça sur la question de la partage de la valeur a beaucoup bougé. Tout ce qui touche aussi à la consommation, finalement l'hyperconsommation dans laquelle nous étions tous lancés. Finalement, on a arrêté la machine, on a fait une pause. On n'en a pas si mal vécu pour la plupart d'entre nous. Notre compte en banque en a même plutôt bénéficié, et on découvre le plaisir du do it yourself, de l'essentiel, de la sobriété, et on se demande si on va recommencer comme avant. Des questionnements aussi sur les modes de vie. Hein, finalement, quel sens ça a de s'entasser dans des cages à lapins et de commuter tous les matins et de partir à l'autre bout du monde de façon frénétique, quand on pourrait trouver des plaisirs en changeant nos modes de vie. Économie réelle, ça c'est un vrai sujet pour nos clients qui sont dans le secteur bancaire, on travaille dessus. C'est vrai que dans le secteur bancaire, on a beaucoup critiqué la sphère des banques pour leur financiarisation, et là on s'est rendu compte que les acteurs bancaires, finalement c'était des relais fondamentaux du financement de l'économie réelle. Et puis l'énorme sujet de la création de valeur versus la croissance à tout prix, avec l'idée que la croissance d'avant, en tout cas, détruit beaucoup, et que de toute façon, on n'est peut-être pas prêt de la retrouver tout de suite. Donc, il va falloir inventer des façons de créer de la valeur de façon différente. Donc, des évidences revisitées. Je résiste pas à la tentation sur ces évidences revisitées de partager ce communiqué de Natixis. Ce n'est pas un pamphlet de la France insoumise, hein, mais c'est quand même une banque de financement qui nous annonce la fin du capitalisme néolibéral, et j'ai trouvé ça assez savoureux, et ça donne quand même la mesure de ce qui est en train de se passer. Là aussi, et j'en finirai là-dessus sur ce partage d'éléments, la sphère des investisseurs responsables est très mobilisée. Je vous invite tous à lire cet excellent petit opus qu'ont produit les principes pour l'investissement responsable sur comment les investisseurs devraient répondre à la crise du Covid, où l'idée centrale, c'est que finalement, ils encouragent leurs entreprises dans lesquelles ils sont investis à donner la priorité au long terme dans leur réponse à la crise, même si ça doit pénaliser le retour sur investissement immédiat. Et on a vu un certain nombre d'interpellations. Là, vous avez les cas d'Amazon, mais c'est aussi les cas
des laboratoires pharmaceutiques, où les investisseurs responsables sont montés au créneau. Donc, c'est très important parce que ce sont des choses qu'on observe bien quand on est chez Etifinance. Tout ça ne sont pas des vues de l'esprit. C'est vraiment, il y a une mobilisation générale et des lignes qui bougent dans les esprits. Alors, on le voit, beaucoup de perturbations et on peut légitimement se demander s'il est possible de maintenir le cap de la RSE en cette période de crise. En d'autres mots, faut-il opposer la RSE à la performance financière et à l'impérieuse nécessité de générer des résultats à court terme? Parce que ces concepts sont intéressants, ils ne doivent pas s'opposer. Il y a un juste équilibre, mais finalement, il faut sauver l'économie réelle et les comptes des entreprises. Oui, tout à fait, Aloïs. Donc ça, c'est notre deuxième partie, c'est qu'en effet, la crise souligne l'ardente nécessité de la RSE. On n'a pas encore trouvé le vaccin, le traitement miracle contre le Covid, mais ce qui est clair, c'est que la RSE, au plan économique, constitue un excellent antidote au type de crise qu'on vient de traverser. On le savait, hein, pour tous ceux qui travaillent dans la RSE, on le savait sur le moyen long terme que c'était un actif essentiel, la démarche de responsabilité sociale et environnementale. Ce qui est très nouveau et ce qui apparaît au grand jour, c'est que on découvre ses vertus sur le temps court. Face à une crise disruptive, violente et soudaine, des types de crises auxquelles on n'était pas préparé, mais qui risquent de se reproduire. On le voit à différents niveaux, j'en partage 3 avec vous. Premier niveau, c'est la résilience financière. Et alors là, il y a toute une série d'études. Hein, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder ce qui est publié. On en a sélectionné que quelques-unes. Clairement, toutes les études vont dans le même sens, que ce soit en termes de performance des valeurs à forte composante ESG, environnement, social, gouvernance, ou en termes de collecte, de flux d'investissement, les valeurs à fort contenu ESG, donc les mieux positionnées en termes d'ESG, se sont clairement mieux comportées dans la très courte période dont on sort. Donc là, je vous ai cité une étude de la financière de l'Échiquier ou de Morningstar, vous les retrouverez dans nos slides. Vous avez là des données aussi produites par AXA IM, hein, plutôt sur la performance. Le constat est sans appel et on est sur du court terme, hein, on n'est pas sur de la valorisation à moyen terme. Premier élément, un élément de résilience financière. Deuxième élément, un élément de résilience économique. C'est clair que tout ce qui est, on va prendre, hein, là on a fait une liste à l'après-vert, mais si on prend par exemple le sujet des salariés, le fait d'avoir des salariés mobilisés, attachés à leur entreprise, qui y croient, bah, tout simplement dans une période de repli général comme celle qu'on vient de vivre, eh bien, ça permet d'être sûr qu'ils vont rester motivés, qu'ils vont rester actifs derrière leurs ordinateurs, qu'ils vont rester créatifs, inventifs, etc. Donc ça, c'est un actif énorme et ceux d'entre nous qui étaient bien positionnés sur la RSE ont pu l'éprouver tous les jours. Un autre exemple, avoir un actionnariat engagé dans la durée, c'est un actionnariat fondamental, un actionnariat dans lequel on a su attirer des investisseurs responsables, eh bien, ça permet d'être sûr d'avoir un actionnariat un petit peu plus patient, attentif aux fondamentaux, un actionnariat partenarial. Et dans la période de trou d'air actuelle, évidemment, ça compte. Alors, ce sont des choses, nous, qu'on connaît parce que notre branche d'analyse financière qui est située à Lyon, Spread Research, a travaillé à l'intégration dans l'analyse du risque crédit, donc du très court terme, de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, c'est maintenant opérationnel. Mais là, en tout cas, on a eu une démonstration en grandeur nature visible de tous. Et dernier slide sur ce sujet, eh bien, au fond, la crise, elle a remis clairement l'entreprise au milieu de la société. On se rend compte que finalement, la capacité, et on l'a tous vécu, hein, on l'a tous vécu, c'est la capacité collective à faire face au choc, à inventer des solutions, ben, ça passe aussi par par les entreprises, la façon dont elles se comportent.
que ce soit face à la crise sanitaire, rôle majeur dans la prévention, aussi dans la fourniture de solutions, face à la crise économique et sociale, et c'est là que aujourd'hui, j'entends que ça va devenir important parce qu'on entre aujourd'hui vraiment dans la crise économique et sociale, et face à la crise sociétale et environnementale. Donc voilà, ces trois éléments bout à bout, vraiment c'est parcouru à grande vitesse, mais ça permet de replacer la RSE au centre du débat et d'avoir des arguments très très forts pour une RSE au cœur de l'activité des entreprises. Bon, on l'a vu, ce postulat partagé sur la RSE vectrice de résilience est incontestable, mais maintenant, comment nous projeter dans l'immédiat et dans l'après? Alors, merci Aloïs. Alors, je vois que tu t'appelles Anne Chanon. Tu n'es pas Anne Chanon-Bis, mais bien Aloïs Guiton. Il y a un petit problème technique. On n'est pas toujours au point. Alors, oui, le propre d'une crise, et c'est le cas pour celle-là aussi, le propre d'une crise, c'est que ça réouvre énormément le champ des possibles. Et quand on dit réouvrir le champ des possibles, ça veut dire que stratégiquement, ça serait coupable de ne pas se poser certaines questions. On n'est pas en mesure de dire si oui ou non le monde d'après sera mieux, pareil ou pire que le monde d'avant, sauf à prendre nos désirs pour des réalités. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des questions à se poser et des positions à prendre, et que la transformation, elle n'a jamais été plus possible qu'aujourd'hui. Donc, on va vous proposer 4 axes de questionnement. L'idée, c'est vraiment d'introduire des sujets et puis ça nourrira des conversations qu'on pourra continuer dans la durée. Alors, le premier axe de questionnement, c'est ce qui s'est passé, hein, le devoir d'inventaire face à ce qu'on peut appeler le stress test Covid-19 en termes de RSE, avec 3 questions clés. Est-ce que aujourd'hui, très honnêtement, vous pouviez dire que vous étiez prêt et complètement prêt le 17 mars, et quels sont les actifs, les assets qui vous ont aidé le plus à absorber le choc? Deuxième question, est-ce que dans vos réactions, dans les mesures, dans les pratiques, ce que vous avez mis en place pour répondre à la crise, vous l'avez fait de façon responsable, honnêtement? Quelle est la part de pratiques responsables qui peuvent être relevées a posteriori? Et troisièmement, et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que dans les mesures de relance, de redéploiement de vos activités, vous mettez la préoccupation de RSE au cœur du sujet? Ou bien est-ce que c'est business as usual, ou pire encore, la priorité à l'économie, et on se préoccupera de ces histoires de RSE un tout petit peu plus tard? L'un d'entre vous s'inscrivant à ce webinaire, nous interroger sur qu'est-ce que ça changeait le Covid pour le rôle des directions RSE. Ça, c'est un premier élément de réponse. On va venir au deuxième en fin de présentation. Ça, c'est un premier élément de réponse. Une première question à se poser pour tous les responsables RSE, c'est est-ce que oui ou non, vous avez été associés et contributifs à ces 3 niveaux, hein, les 3 questions qu'on vient de se poser. Est-ce que vous avez été actif au sein de votre entreprise et fournisseur de solutions par rapport à ça? En tout cas, nous, chez Etifinance, sont des questions que nous allons nous poser pour nos évaluations et notations à venir. Sont clairement des choses, des questions qu'on va poser aux émetteurs qu'on regarde. Sont des questions aussi que les investisseurs vont venir vous poser. Ce sont des questions qu'ils se posent. Etifinance organise tous les ans, alors là ça a été reporté, ça se tiendra à la rentrée, un forum de rencontre entre valeurs, entreprises particulièrement performantes en RSE et investisseurs responsables. Bon, on a dû le reporter à 2 reprises, ce forum. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul émetteur qui a décroché pour autant, aucun émetteur qui a fait défaut. Parce que tout simplement, les émetteurs concernés, les émetteurs très engagés en RSE, savent bien qu'il va falloir s'expliquer avec la communauté des investisseurs sur ces sujets, et que c'est important de créer et
de saisir les occasions de dialogue, quel que soit le secteur. Pardon. Ça, c'était le premier niveau. Comment ça s'est passé et quelle est la part de responsabilité? Comment vous êtes comporté, votre entreprise, face au Covid? Deuxième type de question, alors un peu plus pratico-pratique. Est-ce que vos outils RSE sont toujours à jour? Nous vous encourageons à réviser vos outils habituels à la lumière de ce qui vient de se passer. Il est possible que certains d'entre eux passent pas totalement, parfaitement bien le contrôle technique. Typiquement, votre matrice de matérialité, est-ce que vous aviez bien vu le type de sujet qui se sont imposés dans nos vies depuis 2 mois, votre plan d'action RSE, vos KPIs, etc. Donc typiquement sur ce type de questions qui vont être des questions très pratiques pour les responsables RSE demain, nous proposons chez Etifinance un certain nombre de packs de réparation en vol, si je puis dire, rapide, puisqu'il ne s'agit pas de tout remettre à plat, mais pour remettre à jour votre boîte à outils, pour bien tenir compte de ces ajustements nécessaires. Donc ça, c'est un deuxième point plus technique. Un troisième point, c'est celui de la résilience. Alors la résilience, voilà, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça s'est passé pour votre entreprise et est-ce que vous êtes confiant par rapport à l'avenir? Moi, ce qui est amusant, c'est que ce terme même de résilience, alors il était évidemment familier pour les amateurs de psychologie et les lecteurs de Cyrulnik, les amateurs de biomimétisme, les passionnés de développement durable. Évidemment, c'était un thème très qu'on connaissait bien. Subitement, c'est devenu un mot à la mode. Alors, on s'est amusé à faire une recherche sur les statistiques de Google sur les mots les plus recherchés pendant des périodes. On voit un énorme bond et finalement, alors bon là c'est un peu tassé, mais un énorme bond au moment de la crise du Covid en France. Et finalement, ça ne peut que nous réjouir parce que finalement, la compréhension de ce qui fait une résilience permet de créer les conditions de ce qui la favorise. La résilience, vous avez tous en tête évidemment ce que c'est la capacité d'une personne, d'un matériau, d'un organisme et d'une organisation à retrouver sa forme après un choc et sa capacité à opérer après un choc violent. Nous, chez Etifinance, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de prendre le sujet non pas sous l'angle financier, il a des composantes financières évidemment, mais sous l'angle extra-financier. Et on vous a mis là 2 questions à réfléchir, 2 questions qui nous paraissent vitales pour l'avenir des entreprises. Qu'est-ce qui, dans votre entreprise, contribue ou endommage sa résilience, premièrement, et comment vous pouvez vous donner les moyens d'améliorer et de piloter cette résilience non financière, toujours, à l'avenir. Donc, nous avons mis au point un outil de mesure et de pilotage qu'on aura le plaisir de vous présenter sur le sujet résilience à la fin du mois de juin, si on arrive à trouver un créneau, ou tout début juillet. 4e et dernier questionnement, je vois que le temps tourne. 4e et dernier questionnement, c'est the big one. C'est clair que la crise doit vous conduire, vous, responsables RSE, à vous demander si votre démarche RSE est vraiment à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Cette crise, elle est intéressante parce qu'elle a révélé 2 choses. Elle a révélé la grande probabilité de ce que nous croyions, nous, communs des mortels et nos gouvernants, improbables, la possibilité de l'impossible. Ça, c'est le premier point. Elle a révélé aussi la cuisante impréparation de nos sociétés, pourtant si développées et si sophistiquées. Donc, il n'y avait qu'une question à retenir finalement par rapport à tout ce qu'on vous a proposé, c'est celle-là. Est-ce que nous sommes vraiment prêts au sens comme les scouts, si je puis dire. Est-ce qu'on a nos bagages prêts, nos outils prêts et nos têtes prêtes pour changer de cap, passer à la vitesse supérieure, ou est-ce qu'on va continuer à faire semblant et à se complaire dans des demi-mesures? Je vais être très précise sur cette dimension de demi-mesure en prenant le sujet du climat. Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre des accords de Paris et tenir l'objectif non pas de 1,5 degré, on ne le tiendra pas normalement, mais de 2 degrés à l'horizon 2050,
il faudrait, nous disent les experts, une baisse de 4% des émissions par an. 4% des émissions par an, on va relever les compteurs, c'est pas encore acquis, mais en gros, c'est ce que va avoir causé 4% de baisse des émissions de CO2. C'est ce que devrait avoir causé la crise du Covid en une année. Donc, ça veut dire en gros qu'il nous faudrait une crise comme ça tous les ans si on veut atteindre les accords de Paris. Donc, évidemment, on ne va pas arrêter la machine économique tous les ans, c'est pas souhaitable. Donc, mais ça donne la mesure de l'effort à fournir. Et donc, sommes-nous prêts? Alors, il y a des éléments quand même qui devraient nous y engager. D'abord, nous sommes tous de plus en plus attendus. Je vous ai mis là quelques exemples, que ce soit dans le monde économique, le monde syndical, vos salariés, vos clients, vos collaborateurs, les médias, vos enfants vous attendent au tournant sur ces sujets-là. Deuxièmement, les régulations sur tous ces sujets liés à la transition ne cessent et on n'en est qu'au début de se renforcer. Je vous invite, pour ceux qui suivent un peu moins les sujets, à regarder ce qui est en préparation au niveau de la Commission européenne, que ce soit pour la finance durable ou pour le Green Deal. Et les statistiques que je vous donne là sont à l'échelle mondiale. Vous voyez, c'est les PRI qui ont publié. La régulation va se renforcer de façon très nette. Et puis, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, troisième raison, a-t-on vraiment le choix? Alors, j'aime bien ce cartoon humoristique qui est de dire, où on se rend compte que finalement, ce qu'on a vécu comme une crise très, très importante, c'est rien au regard des dégâts qui éventuellement vont être liés à la crise climatique. La seule différence, c'est que on n'avait pas vu venir, pour le commun des mortels, on entend, et on comprend pas bien encore ce qu'on a vécu en termes sanitaires. La différence, c'est que la dérive climatique, elle est très documentée et qu'il est encore possible d'agir. Donc la question, c'est est-ce qu'on va vraiment s'y mettre sérieusement? Et j'en finirai là-dessus avec un feu d'artifice de questions qui sont les dernières que je vous invite à vous poser. Alors, c'est une façon de découper une grande question compliquée, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, en sous-questions. Et ces questions, évidemment, je vous invite à y réfléchir une fois qu'on aura bouclé cette séance. La première question, c'est est-ce que vous êtes déjà en train de repenser ou est-ce que vous envisagez de le faire, de tirer parti des enseignements de ce que nous a appris cette crise pour transformer de façon innovante vos pratiques et vos modèles. On peut penser, par exemple, au sujet de l'organisation du travail. Première question. Deuxième question, est-ce que vous savez, ou est-ce que vous savez mesurer, ou est-ce que vous mesurez déjà la part de votre chiffre d'affaires et de vos investissements qui sont directement connectés à la transition, que ce soit en termes de contribution ou d'adaptation, on parlait d'adaptation aux crises sanitaires. Est-ce que vous savez ça? Si vous le savez pas, je vous invite à vous y pencher, puisque, en tout cas pour les entreprises qui sont soumises à l'obligation de DPEF, du fait de la régulation européenne, vous serez obligé de reporter sur ces sujets au plus tard à l'horizon de la fin 2021. Troisième type de question, est-ce que donc il y a ce fameux Green Deal vert, donc le deal vert, ça va suffire, je crois. Le deal vert dont notre présidente de la Commission européenne a réaffirmé le rôle structurant dans la reprise post-Covid. Je vous invite, pour ceux qui le connaissent pas, à en prendre connaissance. Il ouvre toute une série d'opportunités de marché. Est-ce que vous êtes, votre entreprise, en position pour saisir ces opportunités? Troisième question. Quatrième question, le sujet du financement de la transition, il va impacter très fortement les financiers, les banques, les investisseurs institutionnels. Là encore, ça se joue fortement au niveau européen. Sur le sujet de la taxonomie européenne, donc qui identifie les métiers de façon très très précise, les métiers et les projets et les activités qui vont dans le sens de la transition versus ceux qui n'y vont pas. Et
les financiers vont être obligés de reporter là-dessus. Donc, évidemment, à terme, ça va les conduire à choisir leurs clients de façon un tout petit peu plus sélective sur ces sujets. Est-ce que vous ferez partie des bons élèves face à votre banquier demain? Avant-dernière question, c'est pas une petite question, c'est une grosse question, mais c'est est-ce que vous avez réfléchi aux moyens de générer de la valeur sans croissance? On va être convié globalement à une situation d'exercice en grandeur nature et finalement avec une croissance qui va avoir un peu de mal à revenir si on en croit ce que nous disent les experts. Donc utilisons la période. La bonne nouvelle, c'est que on a découvert, je vous le disais, que l'impossible est toujours possible, qu'on peut trouver des milliards, qu'on peut enfermer la moitié des humains chez eux, et que quelque part, finalement, il y a des ressorts de créativité très très importants. En tout cas, se demander s'il y a des investissements qu'on a engagés, en toute conscience, nous paraissent devoir être continués, eu égard aux objectifs, par exemple, de réduction des gaz à effet de serre. Et dernier point, c'est ce sujet de la RSE, et c'est le deuxième élément de réponse, et j'en finirai là-dessus, à la personne qui s'interrogeait sur le rôle des directions RSE. Est-ce que vous êtes vraiment, et en tout cas nous, dans nos évaluations, on va le regarder, est-ce que la RSE est vraiment dans l'entreprise en position de transformer et de contribuer? C'est un sujet qu'on regarde de très près aujourd'hui quand on note les entreprises. On a un outil pour mesurer non pas simplement le degré de responsabilité des entreprises, mais leur contribution au développement durable. Là aussi, c'est un sujet qu'on va essayer de partager avec vous pendant l'été. Voilà, donc j'ai à peu près épuisé le temps qui me restait. J'ai pas eu le temps, donc voilà, cette idée, je vous laisse sur un clin d'œil, et qui est de se dire, on a reçu un coup de semonce énorme, qu'est-ce qu'on va en faire, et essayons de réfléchir et de répondre aux questions qu'on vous a proposées. J'ai pas eu le temps, Aloïse, de regarder les questions qui étaient posées. Peut-être on a 2-3 minutes pour répondre à certaines d'entre elles. Non, j'ai proposé à celles et ceux qui voulaient en poser d'en poser, mais je n'en ai pas pour le moment. Donc, Ok. D'accord, parce que moi je vois 21 messages non lus, mais donc pour ceux qui donc on va arriver là à l'issue de nos 45 minutes. Pour ceux qui souhaiteraient, donc vous allez recevoir les slides, vous allez recevoir aussi un lien vers cette intervention. Pour ceux qui auraient des sujets plus précis ou des questionnements plus précis, n'hésitez pas à nous revenir. Hein, vous avez nos coordonnées. Et nous serons ravis de discuter de ces sujets absolument passionnants et déterminants avec vous. Donc, du coup, j'en déduis, Aloïs, que… je sais pas. Du coup, il y a quelques personnes qui ont l'air de se réveiller là en ce moment et qui sont en train peut-être d'écrire leurs questions. Donc, on va leur laisser le temps. Donc, simplement des remerciements pour l'instant. Merci à toutes et tous de vous être connectés. Visiblement, ce ne sont que des remerciements, et non, je dis, ce ne sont pas que des remerciements, ce sont des remerciements qui vont droit au cœur. Merci beaucoup. Belle journée à toutes et tous, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.